Nous assistons en Iran à un enchaînement d'événements qui, il y a peu de temps encore, auraient semblé inconcevables. L'épée se rapproche doucement du cou du régime iranien et même les gardes révolutionnaires commencent à comprendre qu'après l'humiliante défaite qu'ils ont subie dans la récente guerre avec Israël et les États-Unis, ce qui était ne sera plus. Cependant, ils continuent toujours à jouer un double jeu sur la question nucléaire. Entre-temps, l'organisation terroriste Hamas a annoncé « Nous avons transmis une réponse aux négociations sur le retour des otages dans un esprit positif ». Le président des États-Unis, Donald Trump, a répondu que c'était un bon début. Mais nous savons également que l'organisation terroriste n'a pas plié et n'a pas cédé. Au contraire, la réponse du Hamas a simplement mis en évidence son grave bluff. En effet, l'armée de défense israélienne a annoncé ce week-end qu'elle contrôlait 65% de la bande de Gaza et qu'elle était sur le point d'atteindre les objectifs stratégiques de l'opération Chariot de Gédéon. Cependant, entre-temps, un autre terroriste libanais opérant pour le compte de la force Quds de l'Iran a été éliminé. Bienvenue dans l'émission Boots on the Ground. Je suis votre hôte, Yair Pinto, et je vous apporte toute la vérité sur ce qui se passe en Israël. Au cours du week-end, le Hamas a transmis sa réponse finale au médiateur après des consultations internes, déclarant « Nous sommes tout à fait prêts à entamer immédiatement des négociations sur un mécanisme de mise en œuvre de l'accord. » Israël a confirmé avoir reçu la réponse. Mais les détails des changements sont en cours d'examen. Toutefois, il faut rappeler que les belles paroles sont une chose, mais que les actes en sont une autre. Alors même que ces dirigeants parlaient de parvenir à un accord pour mettre fin à cette guerre, des combattants du Hamas attaquaient un centre de distribution d'aide à Rafah, dans la bande de Gaza, blessant 2 travailleurs humanitaires. La fondation américaine GHF a publié des fragments d'une grenade qui, selon elle, a été lancée sur ces travailleurs et a déclaré « C'est à cela que sont confrontés ceux qui tentent de nourrir les civils ». Malgré cela, l'administration Trump espère annoncer un accord lors de la visite du Premier ministre Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche lundi. Jérusalem s'apprête à envoyer une délégation pour finaliser les accords. Mais le Hamas continue de dresser des obstacles et exige plusieurs amendements à ce cadre. C'est dans ce contexte que je pense qu'il n'est pas opportun cette fois-ci de se réjouir de la réponse du Hamas parce qu'elle est assortie de 3 nouvelles réserves, ce qui constitue, dans la pratique, une réponse négative et le Hamas continue de négocier comme s'il n'était pas acculé et n'avait pas été vaincu sur le champ de bataille de Gaza. Cependant, un autre rapport est pertinent pour cette histoire. Les hauts responsables du Hamas résidant actuellement au Qatar ont reçu l'ordre de rendre leurs armes personnelles. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie, mais il semblerait que cela fasse partie d'un vaste effort américain visant à faire progresser les négociations. Personnellement, je ne pense pas que cela change grand-chose que les dirigeants du Hamas au Qatar aient ou non une arme personnelle sur eux, mais il est très important de comprendre que les combattants du Hamas dans la bande de Gaza peuvent encore tirer des armes sur moi, ma famille et le reste d'Israël. Ces derniers jours, 2 roquettes ont été tirées sur des civils israéliens depuis la bande de Gaza. Ces roquettes ont été interceptées, mais elles nous rappellent encore le travail que doit accomplir l'armée israélienne pour détruire tous les stocks d'armes et de munitions que le Hamas détient toujours dans les tunnels et les bunkers de la bande de Gaza. Pendant ce temps, dans le village palestinien de Barata, au nord de Jérusalem et sur la ligne de démarcation près de la ville israélienne de Césarée, les forces de sécurité ont arrêté une cellule terroriste qui se préparait à une attaque immédiate. Au nord, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran continue d'essayer de reconstruire le Hezbollah au Liban, mais Israël continue de détecter ses efforts et d'y mettre fin. 4 frappes ont été effectuées samedi matin toujours dans le sud du Liban dans ce qui semble être une campagne d'élimination ciblée.
Cette campagne se déroule parallèlement aux tentatives du Hezbollah d'organiser des démonstrations de force et aux discussions en coulisses sur le désarmement de l'organisation, alors que les Iraniens tentent de faire progresser et de reconstruire les capacités offensives du Hezbollah et des organisations palestiniennes dans plusieurs régions. Cela ne concerne pas seulement le Liban, mais aussi la Syrie et d'autres régions du Moyen-Orient. Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, nous donnera un aperçu plus détaillé de cette histoire. Personnellement, je pense que l'Iran devrait cesser de consacrer du temps et des ressources à la reconstruction d'organisations terroristes pour menacer Israël et régler plutôt les nombreux problèmes de son propre pays et des habitants. Mais les rapports du portail d'information international iranien indiquent que le régime consacre en fait une bonne partie de son temps et de ses ressources à la sécurité intérieure. Ce qui est une autre façon de parler de la répression brutale de leur propre population. Le rapport ajoute que la population iranienne, qui souffre depuis longtemps, fait face à un sentiment de peur et d'étouffement et tout le monde se demande ce qu'elle peut supporter de plus. Et pendant ce temps, selon des sources politiques haut placées, l'Iran reprendra à un moment donné les négociations avec les États-Unis sur le nouvel accord nucléaire. Mais on craint surtout que parallèlement, ils ne mettent tous leurs projets nucléaires sur la voie de la clandestinité. Nous avons beaucoup à dire aujourd'hui, alors plongeons dans les détails. Je suis Yair Pinto et je suis accompagné de Mati Shoshani. Ensemble, nous vous présenterons Boots on the Ground, l'actualité qui vous apporte toute la vérité sur ce qui se passe en Israël au 638e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et tous les autres groupes armés de la région qui opèrent sous le contrôle du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, qui est à la tête de l'axe du mal au Moyen-Orient et aussi dans le monde. Avant de commencer, je voudrais vous demander de continuer à défendre la vérité. Le peuple d'Israël lutte contre des forces obscures qui répandent des mensonges et déforment la réalité. Et je vous demande de nous aider à répandre la vérité, de soutenir ce que nous faisons ici à TBN francophone, de partager cette vidéo et assurez-vous de vous abonner à Boots on the Ground, à la chaîne YouTube de TBN francophone et aidez-nous à toucher plus de gens avec ce qui se passe afin qu'ils sachent comment prier pour la paix à Jérusalem. Pour commencer notre reportage, nous nous concentrons sur la bande de Gaza, avec en toile de fond les négociations pour un cessez-le-feu et peut-être la fin de la guerre à Gaza. Samedi soir, Tsahal a publié un résumé des activités de ses forces dans la bande de Gaza au cours de la semaine écoulée. Selon cette annonce, Tsahal contrôle environ plus de 65% de la bande de Gaza. Il a également été indiqué que plus de 100 terroristes ont été éliminés au cours de la semaine écoulée, parmi lesquels le chef de l'état-major d'assistance au combat de l'aile militaire du Hamas, Kasem Issa, un chef de section du département des opérations de la brigade Ran Younes à Gaza, et Mohamed El-Sheikh, un commandant de la compagnie du bataillon Zaytoun, et Mohamed Jaroussa, commandant de compagnie dans le bataillon Tufa. Il a également été indiqué que la 98e et la 162e division ont conjointement mené une attaque contre des terroristes de la brigade de Gaza du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Au cours des derniers mois, l'armée de l'air a frappé plus de 7500 infrastructures terroristes, y compris des dépôts d'armes, des lance-roquettes et des itinéraires souterrains. Entre-temps, pour la première fois depuis que la Fondation humanitaire de Gaza, GHF, basée aux États-Unis, a commencé à opérer à Gaza, 2 travailleurs humanitaires américains ont été blessés samedi dans l'un des points de distribution de nourriture de la Fondation au sud de Ran Younes. Selon la Fondation, 2 attaquants ont lancé 2 grenades sur les Américains. Il s'est avéré par la suite que les grenades étaient de fabrication iranienne. Cependant, le personnel de sécurité n'a pas riposté. Le personnel de sécurité n'a pas riposté car les assaillants se sont enfuis au travers de la foule de civils gazaouis et les Américains se sont abstenus de tirer pour ne pas blesser la population que le Hamas utilisait comme bouclier humain. La Fondation a ensuite publié des images de l'attaque, notamment des morceaux de grenades retrouvés, précisant qu'il s'agit de morceaux d'une grenade garnie de roulements à billes. 2 grenades de ce type ont été lancées par le Hamas sur des travailleurs humanitaires américains qui distribuaient de la nourriture à Gaza.
Les hommes qui les ont lancés ont foncé dans une foule de civils. C'est ce à quoi sont confrontés ceux qui tentent de nourrir les civils. Le monde devrait s'en rendre compte. Les 2 Américains blessés avaient déjà servi dans les Navy SEAL des États-Unis et ont été immédiatement évacués et été hospitalisés à l'hôpital Soroka de Be'er Sheva, en Israël, un jour après avoir hissé le drapeau des États-Unis au centre de distribution en l'honneur de la fête de l'indépendance américaine. Les amis, ici à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de chaque développement et comme toujours, nous vous invitons à continuer à répandre la vérité, à partager et à nous suivre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait pour ne plus jamais manquer un épisode de Boots on the Ground. Maintenant, revenons à l'actualité et concentrons-nous sur la bande de Gaza, car le Hamas a donné une réponse officielle à la dernière proposition de cessez-le-feu, qui au premier abord semble se caractériser par une approche positive, soi-disant. Le président des États-Unis, Donald Trump, est optimiste et pense qu'un accord peut être conclu d'ici une semaine. Mais la route vers un accord sur les otages est encore longue. Le projet de proposition complet, publié vendredi dans le journal saoudien Al-Majallah, montre que des détails essentiels sur plusieurs questions clés n'ont pas été finalisés. Par exemple, on ne sait toujours pas quels prisonniers palestiniens seront libérés, car le projet indique qu'en échange de la libération de 10 otages vivants et des dépouilles des 18 personnes décédées en captivité, Israël libérera un nombre convenu de prisonniers palestiniens. Bien que ce nombre ne soit pas précisé, les formules sont relativement connues et l'on estime à 1000 le nombre de prisonniers, dont plus d'une centaine d'entre eux ont été condamnés à perpétuité. Mais il est probable que le Hamas demande la libération de personnes ayant une grande valeur symbolique, ce à quoi Israël s'opposera. Un autre détail qui devra être finalisé est le mécanisme de distribution de l'aide. Le projet stipule que l'aide sera distribuée par des canaux convenus, notamment par l'aide des Nations Unies et du Croissant Rouge. La distribution par l'intermédiaire de la Fondation d'aide américaine, la GHF, n'est pas explicitement mentionnée et le Hamas demande que le mécanisme d'aide soit conforme aux accords conclus lors du précédent cessez-le-feu et que la société américaine soit retirée de la bande de Gaza. Mais Israël n'acceptera pas de retirer la GHF de la bande de Gaza, pas plus que les États-Unis, qui viennent d'annoncer un transfert de 30 millions de dollars à la Fondation et qui refuseront également, selon toute vraisemblance. Revenons maintenant aux négociations. Si les conditions du Hamas sont acceptées, la dernière opération militaire de Tsahal, surnommée Chariot de Gédéon, dans la bande de Gaza, sera considérée comme un échec retentissant. Cela permettrait au Hamas de se ressaisir et au Moyen-Orient, cela signifierait une victoire pour le Hamas. On peut donc dire aujourd'hui que la réponse du Hamas ne contient rien de nouveau, seulement un emballage différent des mêmes demandes maximalistes qu'il formule depuis des mois. En fait, la réponse du Hamas n'est pas plus flexible, c'est même le contraire. Le Hamas déclare qu'il se tient debout et qu'il planifie à long terme pour rester le facteur significatif dans la bande de Gaza au lendemain de cette guerre et semble vouloir se positionner pour l'avenir tout en liant les mains d'Israël et en le privant des leviers de pression nécessaires à la poursuite de l'accord sur les 10 otages vivants et les dépouilles de ceux qui sont morts en captivité. Nous avons déjà entendu tout cela de la part du Hamas et la réponse d'Israël a toujours été de dire non à ces demandes. Il n'y a aucune raison, à notre avis, pour qu'Israël donne une réponse différente cette fois-ci, même pour servir de base à des pourparlers. Au contraire, Israël doit maintenant procéder à une nouvelle évaluation des actions qu'il a menées à Gaza au cours des 22 derniers mois avant de prendre une décision ferme sur la suite des événements. Alors, ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de tous les développements dans la bande de Gaza et, comme toujours, nous vous invitons à faire partie de l'équipe en partageant nos vidéos sur YouTube, en nous suivant sur les réseaux sociaux et en cliquant sur le bouton d'abonnement si vous ne l'avez pas encore fait.
Nous allons maintenant nous intéresser à l'Iran et, dans un instant, Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, expliquera pourquoi le régime en Iran se comporte comme s'il avait les cheveux en feu, arrête des gens et fait des discours interminables dans lesquels il menace de détruire Israël, l'Amérique, l'Arabie saoudite et tout ce qui se trouve entre les deux. Israël continue de surveiller de très près sur ce qui se passe actuellement en Iran, en se concentrant sur plusieurs cibles, notamment les tentatives iraniennes de réhabiliter le projet nucléaire et de sauver le reste de ses capacités des sites endommagés. Les efforts iraniens pour reconstruire le réseau de missiles balistiques sont également surveillés, notamment la remise en état des zones de lancement, le repositionnement de leurs lanceurs et la probable création d'un système adapté à la prochaine confrontation. Enfin, les tentatives d'attentats terroristes de l'Iran sont actuellement une source de grande préoccupation pour les services de sécurité, notamment toutes les stations du Mossad et le réseau de sécurité Shin Bet en Israël et dans le monde entier. Ces derniers jours, des tentatives d'attentats ont été déjouées dans plusieurs pays européens. Mati nous donnera tous les détails et nous dira également dans quel sens souffle le vent, compte tenu du fait que le président américain Donald Trump a déclaré samedi que l'Iran n'avait pas accepté les inspections de son programme nucléaire ni cessé d'enrichir de l'uranium. La parole est à Mati Shoshani. Merci Yair. En effet, ce sont des jours dramatiques ici en Israël et au Moyen-Orient. Demain, lundi, le Premier ministre Netanyahou et le président Trump devraient se rencontrer à la Maison-Blanche pour discuter d'un changement historique de pouvoir et d'alignement ici au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui sera sur la table? De très grands sujets. Le nouvel accord avec l'Iran et la façon dont Israël et les États-Unis peuvent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher l'Iran de se doter à nouveau de capacités nucléaires. L'accord sur les otages avec le Hamas, qui fait l'objet de négociations depuis longtemps. Ainsi qu'un accord régional très attendu et qui pourrait être le prochain accord d'Abraham. Tout cela est prévu lors d'une prochaine réunion et en arrière-plan de cette réunion, les politiciens israéliens, et plus particulièrement les dirigeants de notre territoire, ont mené des discussions approfondies tout au long du week-end afin de déterminer ce qu'Israël est prêt à faire pour conclure l'accord avec l'Iran, notamment en ce qui concerne la présence militaire continue dans la bande de Gaza et surtout l'accord sur les otages. Donnez-moi quelques minutes, nous allons analyser tout ce qui se passe ici. C'est un week-end très important, très rapide et très dramatique qui s'est déroulé ici en Israël, car nous nous rapprochons une fois de plus de la fin. La fin du conflit et la transition vers une solution diplomatique et des accords diplomatiques au lieu d'une guerre permanente. Des moments très importants, très dramatiques, et beaucoup de choses sont en train de se passer. Pour Israël, l'un des principaux sujets de négociation est le Hamas, et je vais vous expliquer pourquoi. Depuis plus d'un an et demi, Israël travaille dans un seul et même sens, éliminer la présence militaire du Hamas dans la bande de Gaza et ramener les otages en Israël. Nous avons partiellement réussi dans ces deux domaines. Nous avons éliminé une grande partie de la présence militaire du Hamas et réduit la plupart de ses capacités militaires, notamment en tant que force de combat organisée dans la bande de Gaza, et nous avons également rendu de nombreux otages, mais il reste encore de nombreux otages dans la bande de Gaza, et le Hamas continue de combattre Israël. Où en sont les négociations? C'est à la fois intéressant et compliqué, comme la plupart des choses ici. Israël essaie de faire plusieurs choses. Supprimer l'étouffement du Hamas sur la bande de Gaza en distribuant de l'aide directement à la population de Gaza par l'intermédiaire du GHF, le Fonds humanitaire de Gaza. C'est une première étape. Ensuite, grâce à la campagne réussie contre l'Iran et les Houthis, Israël et les États-Unis sont aujourd'hui mieux placés pour faire pression sur le Hamas. Israël a également renforcé sa présence militaire et ses opérations dans la bande de Gaza au cours des dernières semaines dans le but d'exercer une pression militaire maximale sur le Hamas et de l'empêcher de continuer à lutter contre Israël. Dans l'ensemble, notre objectif est très clair. Nous voulons récupérer les otages. Pour le Hamas, la situation est un peu plus compliquée, comme en témoigne sa réponse aux négociations. Il réplique toujours par des demandes qui ne sont qu'un petit changement, entre guillemets, de ce qui a été demandé, et ils disent simplement que tout ce que nous voulons, c'est que vous ne nous attaquiez plus jamais, et de conserver notre pouvoir, ce qui est tout simplement inacceptable pour le peuple israélien et en particulier pour le gouvernement israélien. Je dois vous dire que le débat sur ce qui va se passer dans la bande de Gaza a été un débat très médiatisé au sein de notre cabinet de guerre israélien parce que nous comprenons que cet ennemi est un ennemi auquel il faut s'attaquer maintenant.
et repousser ou reporter la décision sur la manière dont nous allons combattre le Hamas, dont nous allons éliminer le Hamas et peut-être ne pas récupérer tous les otages maintenant, est une fois de plus inacceptable pour le peuple israélien. Cela peut donc sembler être la plus petite des questions, mais il s'agit des premières cordes de la guerre du 7 octobre et ce sera probablement la négociation la plus difficile que nous rencontrerons, en dehors de l'Iran, dans tout ce processus. Parlons un peu de l'Iran. Voici un résumé des derniers épisodes de cette série. Israël, avec l'aide des États-Unis, a démantelé une grande partie du programme nucléaire iranien. Une grande partie de leur uranium appauvri a disparu ou a probablement été déplacé dans des cachettes. Une grande partie de leurs dirigeants militaires, religieux et nucléaires ne sont plus en vie, ils ont été assassinés. Et nous poursuivons notre campagne de pression maximale pour forcer les Iraniens à conclure un accord. Voici ce qui s'est passé la semaine dernière. Premièrement, nous savons que les Iraniens ont essayé de reconstruire, de rétablir et de retrouver leur uranium enrichi. Ils ne relâchent pas leurs efforts et tant Israël que les États-Unis les ont interpellés publiquement à ce sujet. Mais une autre chose s'est produite. Israël et les États-Unis n'ont pas mis fin à cette campagne de guerre. Les États-Unis et Israël se rencontrent, comme je l'ai dit, Netanyahou et Trump se rencontrent demain et l'un des principaux sujets de discussion est la création de garanties entre le gouvernement israélien et le gouvernement américain afin de pouvoir agir rapidement contre l'Iran sans avoir à discuter longuement de la manière dont nous allons répondre et de ce que sera la réponse. Maintenant que nous avons vu qu'Israël et les États-Unis sont capables d'éliminer le programme nucléaire iranien et que nous savons qu'ils continuent à chercher à promouvoir ce programme, nous devons choisir la ligne de conduite que nous allons adopter. Il est très clair, très distinctement, que les superviseurs doivent revenir en Iran et les empêcher d'atteindre à nouveau des capacités nucléaires. C'est une déclaration très problématique, car même aujourd'hui, les Iraniens repoussent toute forme de supervision et le président Trump les a publiquement mis en garde en disant que ce type de comportement entraînerait une action militaire continue contre eux. Les bombardiers B-2 sont toujours prêts à les bombarder à nouveau, tout comme Israël, s'ils continuent à empêcher la supervision de leur programme nucléaire. Et puis il y a une autre option. Si un accord n'est pas conclu, Israël et les États-Unis doivent recommencer à attaquer l'Iran parce que nous ne pouvons pas leur permettre de retrouver leur capacité nucléaire. Entre-temps, les problèmes de l'Iran avec les États-Unis et Israël ne sont pas les seuls auxquels il doit faire face. Il y a un autre problème très important à prendre en compte, à savoir les pressions internes dans le pays. Ils ont beaucoup perdu. Mettez-vous à leur place. La population civile a vu la faiblesse de son gouvernement et de ses leaders. Ils ont été exposés à la pénétration des services secrets israéliens, des agents israéliens, des agents du Mossad et comptent probablement un grand nombre de collaborateurs internes avec Israël, ce que le gouvernement iranien a admis à maintes reprises. Ils ont également admis avoir causé des dommages considérables aux infrastructures et à tout ce qui est lié à son programme nucléaire. Cette faiblesse et cette perte d'emprise ou de contrôle sur la population constituent un problème majeur pour une dictature comme l'Iran. Et où cela se manifeste-t-il ? Nous le voyons dans la violence extrême qu'ils ont utilisée ces dernières semaines contre leur population, ce qui est toujours en corrélation directe dans une dictature entre la peur qu'ils ont de leur population et l'intensité de la pression interne qu'ils subissent, ce qui se traduit toujours par une réponse violente à l'encontre de leur population. Ces dernières semaines, le gouvernement iranien a fait preuve d'une grande violence à l'égard de la population, simplement parce qu'il sait que sa faiblesse a été exposée au grand jour et que l'opposition et les forces qui s'opposent au gouvernement en Iran gagnent en puissance grâce à cela. Le régime iranien n'a donc que deux seuls choix, conclure un accord ou prendre le risque d'une nouvelle attaque des États-Unis et d'Israël. Je sais ce que je ferai, mais l'Iran nous a montré à maintes reprises qu'il n'adopte pas toujours ce que nous considérons comme la ligne de conduite logique. En résumé, j'ai un message à adresser à tous ceux qui regardent cette vidéo aux États-Unis d'Amérique. Cette rencontre entre Trump et Netanyahou est une rencontre historique et importante, parce qu'elle permettra de faire l'une des deux choses ou de faire les deux choses à la fois. Solidifier l'engagement d'Israël et des États-Unis à travailler ensemble. Ces dernières semaines de campagne commune contre l'Iran témoignent de la profondeur de ce lien, de la profondeur du lien entre Israël et les États-Unis. Mais l'accord a aussi un autre effet. Cet accord peut fixer des limites claires et des mesures précises à prendre à l'encontre de l'Iran s'il revient à la charge pour se doter d'une capacité nucléaire. Et lorsque nous y parviendrons, lorsque nous disposerons de ce cadre et de cet accord, nous pourrons avancer dans l'avenir avec une plus grande sécurité, une plus grande confiance à la fois pour Israël et pour les intérêts américains au Moyen-Orient. Et puis, il y a un élément très important à cela. Tout cela nous mène à la phase suivante des accords d'Abraham. Les Saoudiens rejoindront la table des négociations, ainsi que plusieurs autres pays qui attendaient de voir où cela irait et comment cela se concrétiserait. Lorsqu'ils verront la projection de puissance et l'unité entre le gouvernement israélien et les États-Unis,
Ils y verront un signe leur indiquant qu'il est temps de conclure un nouvel accord Abraham qui apportera à cette région ce dont elle a besoin. La prospérité financière, la stabilité et la paix. Revenons à Yair Pinto. Merci beaucoup, Mati, d'avoir tout mis en ordre pour nous. Et une fois de plus, je veux vous demander, à vous, les amis, oui, à la maison, ou que vous regardiez ceci, de nous aider à partager la vérité. Comment pouvez-vous le faire? Vous pouvez dire à un ami ce qui se passe en Israël. Vous pouvez appuyer sur le bouton « Partager », vous pouvez laisser un commentaire et aussi vous pouvez appuyer sur le bouton d'abonnement et nous aider à défendre la vérité et savoir comment prier pour la paix de Jérusalem. C'est notre raison d'être. Et maintenant, nous nous tournons vers les autres fronts de bataille d'Israël. L'armée israélienne poursuit sa politique de répression stricte dans le sud du Liban. Tout au long de la journée de samedi, l'armée de l'air, guidée par les services de renseignement du commandement Nord, a effectué 3 frappes et au moins une des éliminations ciblées d'agents du Hezbollah a réussi. Dans la région du village d'Aïnta, près de Binjbel, des troupes de la 91e division ont repéré un agent du Hezbollah Radwan et peu de temps après, un avion de chasse a frappé cet agent qui se trouvait dans un véhicule et l'a éliminé. Dans le même temps, l'armée de l'air a frappé plusieurs agents du Hezbollah dans le village d'Ikrit, dans le sud du Liban, et des rapports indiquent que plusieurs agents ont été touchés et blessés. Peu de temps après, l'armée de l'air a frappé des agents dans le village de Sheba, dans la région du Mont Dov. Les rapports libanais font également état de plusieurs agents blessés, tandis que l'unité du porte-parole de Tsahal a annoncé qu'un autre agent du Hezbollah Radwan avait été éliminé à Anta. Pendant ce temps, samedi matin, on a appris que dans ce qui semble être une initiative inhabituelle et très controversée, des militants armés du Hezbollah ont organisé un défilé militaire symbolique au cœur du quartier El Kamra de Beyrouth, l'un des quartiers civils centraux de la ville. Des hommes masqués appartenant aux forces armées sont apparus dans l'espace public, équipés d'armes et accompagnés d'une démonstration de force organisée. Les images, qui se sont rapidement répandues sur les médias sociaux, ont provoqué la colère du public et une vague de critiques internes dans le système politique. Des sources libanaises considèrent cette mesure non seulement comme une atteinte à l'ordre public, mais aussi comme un signal clair du Hezbollah concernant ses projets futurs après la récente confrontation avec Israël. Toutefois, selon des sources citées dans les médias arabes, l'organisation est en train de procéder à une réévaluation stratégique après la guerre qui pourrait conduire à une réduction partielle de son armement. Nous verrons bien. Il est certain que les Iraniens tentent de promouvoir et de reconstruire les capacités offensives du Hezbollah et des organisations palestiniennes dans plusieurs domaines, tandis que Tsahal s'efforce de frapper précisément les acteurs clés. Par exemple, jeudi, l'armée de l'air a utilisé des renseignements précis fournis par le Shin Bet, le commandement Nord et les services de renseignement militaire pour mener une frappe dans la région du village de Kafr Sil et éliminer Qassem Salah al-Husseini, un terroriste libanais qui menait des actions terroristes contre des civils israéliens et les forces de l'armée israélienne sur le front Nord pour le compte du corps des gardiens de la révolution islamique. Israël affirme que al-Husseini était un personnage important dans l'accès à la contrebande d'armes depuis l'Iran via la Syrie vers divers points focaux dans le secteur nord et ailleurs et entretenait des liens avec des contrebandiers syriens et libanais. Al-Husseini opérait sous la direction de la force Quds et l'aidait dans ses efforts de contrebande d'armes vers Israël pour des opérations terroristes. Mais cet homme ne fera plus cela désormais et les organisations terroristes qui menacent Israël ont perdu un autre atout supplémentaire qu'elles auront sûrement du mal à remplacer. Alors les amis, ici à TBN francophone, nous continuerons à diffuser la vérité, alors cliquez sur ce bouton d'abonnement si vous ne l'avez pas encore fait afin que vous restiez à l'écoute de la vérité en temps réel et que vous sachiez comment prier pour la paix à Jérusalem. Nous restons sur le sujet des opérations antiterroristes, mais nous nous concentrons désormais sur le front intérieur d'Israël. Samedi matin, lors d'une opération spectaculaire, les forces combinées du Shin Bet, de l'unité antiterroriste Ya'alam et de l'unité Duvdevan ont arrêté 3 terroristes du village de Barata dans le Wadi Hara qui, selon les soupçons,
planifiait de commettre un attentat en territoire israélien dans un avenir proche. L'opération a débuté dans la matinée, lorsque, sur la base d'informations précises fournies par les services de sécurité généraux, des combattants de Ya'alam et l'unité opérationnelle du Shin Bet ont mené un raid contre une entreprise à Barata où séjournaient 2 membres de la cellule. Les 2 personnes ont été arrêtées sur place sans résistance et peu de temps après, des combattants infiltrés de Duvdevan et des soldats de Tsahal de la brigade Ménaché sont entrés clandestinement dans un autre village du secteur de la brigade, ont fait une descente au domicile du 3e terroriste et l'ont arrêté. Dans la maison de l'un des suspects, une arme à feu a été trouvée qui était apparemment destinée à être utilisée par la cellule lors de l'attaque prévue. Les arrestations ont eu lieu alors que le village de Barata était bondé de monde, beaucoup de gens s'étant rendus à ces boutiques, considérées comme l'un des plus grands centres commerciaux de la région. Malgré la complexité de l'opération, le raid s'est achevé sans faire de victimes parmi les forces de sécurité et la population civile. Tandis que les 3 suspects, tous résidents de Barata, ont été remis au Shin Bet pour interrogatoire. Les responsables de la sécurité ont souligné qu'une action rapide et précise, ainsi que la coopération entre le Shin Bet, la police israélienne et Tsahal ont permis d'éviter une attaque grave et d'éliminer une menace immédiate pour la vie des civils. À ce propos, puisque nous venons de célébrer la journée de l'indépendance américaine, j'aimerais citer l'homme qui a rédigé la Déclaration d'indépendance de l'Amérique, Thomas Jefferson. Il a dit que le prix de la liberté est la vigilance éternelle. Beaucoup de pays de ce que l'on appelait autrefois le monde libre semblent l'avoir oublié. Mais en Israël, nous ne l'oublierons jamais. Je suis sûr que les Américains ne l'oublieront pas non plus. Et j'espère que d'autres commenceront bientôt à s'en souvenir. Quoi qu'il en soit, ici à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de tous les développements. Alors les amis, continuez à répandre la vérité, partagez et suivez-nous. Et surtout, n'oubliez pas de prier pour la paix en Israël, de prier pour la libération de nos otages détenus à Gaza, de continuer à prier pour la sécurité de nos soldats de Tsahal dans les airs, en mer et sur terre, et de prier pour la paix du peuple d'Israël et de tous ceux qui sont touchés par ces organisations terroristes. Qu'il s'agisse du peuple iranien, du peuple de la bande de Gaza, du peuple libanais, syrien, yéménite ou de tout autre peuple touché par ces régimes terroristes et destructeurs. Plus important encore, assurez-vous de placer votre confiance uniquement en Dieu et priez pour la paix à Jérusalem.